parole plutôt au public pour un jeu de questions-réponses. N'oubliez pas que vous avez devant vous des décideurs, des directeurs généraux, qui sont là, sont ouverts. Donc, posez les questions et de préférence les plus embêtantes possibles. S'il n'y a pas de questions, on va procéder en tirage au sort. Ici. Question obligatoire. Pardon. Bonjour tout le monde. En fait, ma question elle porte sur est-ce qu'il y a deux modèles de gouvernance différents? J'ai entendu parler qu'il y avait un modèle de gouvernance européen et celui anglo-saxon. Chacun présente ses avantages, ses inconvénients. Et là, je m'adresse aux investisseurs. Est-ce que vous avez une préférence de par parce que ce que vous pratiquez chaque jour? Est-ce qu'il y a des blocages, des points sur lesquels vous auriez aimé que le régulateur intervienne un peu plus fortement pour essayer de prendre ce qui est positif sur le modèle anglo-saxon et le mettre en pratique ici, notamment sur le Maroc? Et merci. Je vais me lancer pour faire un petit peu le parallélisme avec le foot. Peu importe qu'on soit organisé en 4-4-2 ou en 3-4-3, le plus important c'est l'animation du jeu. Donc qu'on suive un modèle anglo-saxon ou un modèle français, le plus important c'est d'être actif, activiste, voire même que ce soit structure de directoire, conseil de surveillance, conseil d'administration avec comité ou pas comité. Le plus important c'est que le management de la société sente qu'il y a une présence d'investisseurs et qu'il lâche rien, qu'il suit tout. C'est le plus important. Maintenant, la différence entre les deux modèles, à l'avenir, il y aura in fine qu'un seul modèle dominant, ça va être le modèle plutôt anglo-saxon, à mon avis. Je pense qu'il n'y a pas un modèle de gouvernance, personnellement. Je pense que la gouvernance doit s'adapter à chaque société. Il y a des best practices en termes de gouvernance. Comme l'a dit Hicham tout à l'heure, on peut prendre ce qu'il y a de mieux d'une société pour essayer de l'appliquer dans une autre. Si vous voulez, si on compare la gouvernance d'une très grande entreprise et d'une PME, je suis désolé, les best practices ne s'appliquent pas dans une PME. Ce serait d'ailleurs stupide de le faire, parce qu'on va tuer cette petite entreprise qui n'a ni les moyens humains, ni le temps, ni l'énergie pour pouvoir mettre en place, comme tu disais tout à l'heure, un conseil, un comité d'audit, un comité stratégique, un comité de nomination et de rémunération, ou peut-être même un comité d'éthique, allons-y, etc. Mais il y a des sociétés, je vois en face de nos partenaires, l'IDEC, on a tous ces comités, et ils sont très importants, et ils sont bénéfiques à la société et aux parties prenantes, actionnaires. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de modèle de gouvernance. Il y a des bonnes pratiques qu'il faut appliquer au cas par cas en fonction des spécificités de chaque société. Le plus important, c'est que le conseil puisse jouer son rôle, c'est-à-dire avoir un dialogue régulier. Je dis bien régulier, une fréquence de 2 fois par an ou 4 fois, ou parfois il y a des sociétés qui ont des conseils beaucoup plus fréquents. Il faut avoir un dialogue régulier sur les grandes orientations stratégiques, s'assurer que les intérêts sont sauvegardés, s'assurer également que la société dispose des moyens pour mettre en œuvre sa stratégie et atteindre des résultats qui soient positifs. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. Mais après, peu importe pour revenir à l'analogie avec le foot, il suffit, le plus important c'est de marquer des buts. Hein. Juste pour compléter ce que disait là Khalid, en fait la bonne gouvernance, ou plutôt les meilleures pratiques de la bonne gouvernance sont utiles pour aussi aider les PME à s'améliorer, disons aux associés qui sont plutôt dans des gestions familiales, de s'améliorer. Lorsqu'on leur impose, parfois, c'est assez particulier pour notre cas, mais lorsqu'on est en minoritaire ou gros minoritaire, qu'on impose à un associé gérant
de mettre en place un comité d'audit ou d'avoir des conseils réguliers, ça lui donne un certain recul qu'il n'avait pas lorsqu'il était tout seul et lorsqu'il gérait sa boîte sur du day-to-day. Donc le fait d'imposer certaines règles, parfois aide ceux qui n'en bénéficiaient pas avant d'avoir un recul stratégique qui est certes contraignant en termes de gestion de temps, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour préparer ces réunions, c'est du temps en moins pour faire face à la concurrence ou gérer son unité de production ou autre. Donc, mais c'est bénéfique à long terme. Toutefois, effectivement, il faut avoir le bon dosage pour ne pas non plus trop alourdir au détriment du cash. On va appeler un chat un chat, parce qu'à un certain moment, c'est le cash qui fait vivre la société, et c'est pas un comité d'audit, quoi. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait un bon équilibre entre la taille, les moyens et l'engagement des actions. Bonjour, si vous permettez, ma question s'adresse toujours aux investisseurs. Donc, on n'a pas l'occasion de vous avoir devant nous, mais on en profite pour poser des questions. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez une préférence pour les sociétés qui sont organisées avec des comités d'audit. C'est notamment les sociétés qui sont cotées, parce qu'il y a des exigences réglementaires en termes de communication financière, en termes de gouvernance, etc. Et tout à l'heure, dans l'analyse, on a vu que les 2/3 de l'investissement, il est fait plutôt sur les sociétés non cotées. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a du potentiel pour des entreprises qui ne croient pas aujourd'hui à la bourse, qui n'osent pas s'introduire, ou bien c'est une phobie, c'est une peur d'avoir cette transparence vis-à-vis du marché, encore pour des sociétés qui présentent du potentiel pour vous? Pour ce qui concerne FIPA Holding, nos stratégies privilégient surtout l'investissement dans des sociétés non cotées. Alors nous, on est positionné en tant que société filiale d'un établissement public, la CDG. Donc on est même un peu initiateur. On initie des projets, on les structure, et donc on est même plus dans le capital création. Donc on pense qu'il y a beaucoup plus de valeur en investissant dans ce type de projet, des projets structurants d'une taille significative. Donc on accompagne les projets depuis le démarrage. C'est ce que nous faisons principalement, mais on n'exclut pas la possibilité d'investir dans des sociétés qui ont déjà atteint un certain stade de maturité, pour les accompagner dans leur développement et attendre une nouvelle phase de développement. On a très peu investi dans des sociétés cotées, mais on les a plutôt accompagnées jusqu'à leur cotation. Exact. Oui. Pour le cas de la CIMR, c'est un double enjeu. En fait, c'est un calcul, on va dire, mathématique, financier. On a atteint nos limites dans les sociétés cotées en termes d'engagement par société. Donc, on s'est tourné vers le long coté depuis 5-6 ans, et chaque année on fait 2-3 investissements par an. Et c'est plus facile d'imposer des choses quand on investit dans une nouvelle société que de rentrer, acheter des actions en bourse et d'essayer de faire le changement d'une société qui est déjà dirigée par l'actionnaire majoritaire qui a plus de 51%. Donc c'est vraiment très difficile à faire bouger. Puis deuxièmement, le fait de penser que les sociétés cotées, de manière générale, ça peut être vrai, sont plus organisées en termes de gouvernance que les sociétés non cotées, c'est peut-être pas très vrai, parce que des fois vous avez le dispositif, vous avez un comité d'audit, mais c'est de l'information FAT, c'est juste le dispositif, il n'y a pas d'animation à l'intérieur. Il y a 2 conseils, un conseil pour les budgets, un conseil pour les comptes. Alors qu'en moyenne, par exemple, sur le CAC 40, si ma mémoire est bonne, la MIA, c'est 8 fois par an que le conseil se réunit. C'est-à-dire que le conseil d'administration, d'ailleurs ça existe déjà dans la loi sur la SA au Maroc, le conseil d'administration oriente et contrôle l'activité. C'est-à-dire qu'il a un point central dans la direction des choses, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des sociétés cotées au Maroc. Donc, le non-coté nous donne une latitude, déjà en termes de business, en termes de diversification sur des choses qui sont intéressantes, et puis pour pouvoir imposer des choses qui sont vraiment à la pointe. En tout cas, nous, on est très contents sur les 4-5 dernières années d'avoir pu imposer des choses
avec Khalid, on a fait de belles choses. On a pu imposer des standards vraiment de qualité avec des sociétés non cotées. Et on a eu l'agréable surprise d'être en face de gens très ouverts, très open et assez volontaires en termes de gouvernance. Merci. Allô, bonjour. Oui, Taïb Debar. Je voulais juste vous poser une question par rapport à une expérience qui a eu lieu au Maroc, une grande institution. En voulant ouvrir le capital à un grand investisseur, ce dernier a exigé qu'il y ait une évaluation par un organisme externe de la gouvernance avant d'y entrer. Est-ce que vous pensez que cette pratique est bonne ou elle n'est pas toujours possible? Et là, le deuxième élément, c'est avéré que ça a été fait, l'investisseur est rentré, et en rentrant, ça a complètement changé les structures, alors que c'est une très grosse institution. Ça a complètement changé, ne serait-ce que le fait que ce nouvel administrateur, qui était minoritaire, a commencé à dire non au PDG. Alors là, ça n'a jamais été le cas. Alors déjà, ça a commencé à changer, et la personne commençait à suggérer un certain nombre de choses qui ont bouleversé la gouvernance de cette institution, qui commence à se réveiller et dire « Ah, notre gouvernance n'était pas si bonne que cela, alors qu'elle était cotée à la bourse de Casablanca. » Cette anecdote est très intéressante. Bon, nous avons une activité de conseil sur les sociétés cotées. Par définition, nous analysons les résolutions des sociétés cotées, mais nous avons des clients institutionnels qui nous demandent de venir leur donner un coup de main sur des situations non cotées. Exactement comme vous l'avez dit, mais de façon, mais pas nécessairement avec un projet de venir tout de suite sur la bourse. Mais ça aussi, ça existe, puisqu'effectivement, l'examen de conscience, si je puis dire, avant de se coter, de regarder si effectivement les principes généraux de respect des actionnaires sont tenus, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. C'est aussi un sujet. Mais je pense à une grande banque française qui nous a confié plusieurs fois des missions sur des sociétés non cotées. Et je vais vous expliquer en réalité la mécanique qu'ils avaient mise au point. Nous faisions une étude générale sur la base des statuts et des conseils qui nous étaient confiés avec l'accord de l'émetteur, hein, évidemment, parce que le conseil d'administration, c'est les minutes de conseil d'administration, c'est des éléments confidentiels. Et nous faisions une note classique sur l'Assemblée générale pour déterminer la position que nous aurions sur le vote des résolutions qui étaient proposées. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, voilà, on a fait faire cette étude, mais voilà, on vous la passe comme ça. Bon. Et donc, c'était passé très discrètement, mais ça faisait passer des messages très forts. Donc ça, c'est une technique qui me paraît raisonnable pour le non-coté, parce que c'est très compliqué. Comme vous le dites très justement, on va vite au clash si on n'a pas l'habitude de respecter le patron. Quand on rentre quand on investit dans une société, dans nos process de due diligence, on regarde le fond de dossier juridique, s'il y a des PV de conseil, qu'il y a des débats qui sont retranscrits dans ces PV, s'il y a des PV d'assemblée générale, s'il y a des PV de comité ad hoc, et on essaie de voir si c'est pas que du formalisme. Parce que vous savez, pas vous cacher, il y a des sociétés qui tiennent leur conseil par PV tournant, etc. Donc, pourtant, j'ai au moins une quinzaine de partenaires. Donc, c'est important de valider le dossier juridique et de le regarder. On peut le faire aussi analyser par des consultants externes. Voilà. Je me rappelle d'un intervenant à Lima qui nous avait dit qu'il refusait de siéger dans les conseils quand il y avait un président directeur général. Et c'était un principe chez lui, tu t'en souviens? Parce qu'il a toutes les ficelles en main. D'ailleurs, de plus en plus, en termes de gouvernance, on privilégie des modes où on a un président du conseil et un directeur général. C'est tellement plus simple. Je ne sais pas ce que je vais compléter par rapport à ce qui a été dit, mais j'ai jamais vu, en tous les cas au Maroc, l'évaluation de la gouvernance par une entité tierce. C'est-à-dire que lors des acquisitions, c'est intégré, comme l'a dit Khalid, dans les due deals juridiques. C'est-à-dire
on essaie d'intégrer ça dans toutes les due deals juridiques. Je ne sais pas si ça existe, des agences d'évaluation de gouvernance. Ah ben, très bien. Ah d'accord, ça c'est... Mais vous... Non mais comme l'a dit M. de Bar là, d'évaluer, de donner une notation, voilà. Mais... pour faire des recommandations d'amélioration. D'accord. Alors disons que c'est un cabinet juridique qui a fait... Et les recommandations ont été adoptées. Ah, très bien. En tous les cas, voilà, c'est un préalable, comme dans la négo du prix ou disons, du business plan, si c'est une création ou disons un accompagnement après, effectivement, on valide et l'existence, le mode, et 3, surtout ce qu'on va mettre en place ensemble après. Et encore une fois, comme l'a dit Khalid et Nabil, c'est plus facile lorsqu'on met en place des choses dès le début que plutôt subir des choses qui existaient et les faire changer en cours de route. Donc c'est très difficile. Et ça dépend encore une fois de la position de force ou de faiblesse du demandeur du capital. Donc si on est en confort, et je pense la question qui se posait tout à l'heure, quel est le rôle, qu'est-ce qu'on peut demander de plus aux régulateurs, ça dépend si on est majoritaire ou minoritaire. Si on est majoritaire, on lui demanderait le moins possible. Si on est plutôt, enfin, un pacte d'actionnaires, il est là d'abord pour protéger un minoritaire. C'est pas pour le majoritaire. Donc, effectivement, s'il y a parfois des partenaires même minoritaires, les DFI, pour ceux qui les connaissent assez bien autour dans cette assemblée, même avec 5 ou 10%, ils imposent des règles de best practice qui sont parfois ultra lourdes dans la gestion, très coûteuses même parfois, des règles d'éthique et tout ça. Donc encore une fois, c'est vraiment, ça dépend de chaque cas et ses pas. Et comme on disait tous tout à l'heure, on essaie de prendre le meilleur de chaque situation à adapter à chaque investissement. Merci. Je voudrais aussi venir sur les chiffres. Donc, avec la partie publique, quand on parle de partie publique, les SA, c'est plus de 40 sociétés anonymes. Si on descend du filial, pour que le secteur public, participation publique et société majoritairement, les plus grandes parties publiques, c'est 460. Et le total, on est à plus de 700 entreprises de participation publique, y compris les établissements publics. Juste pour dire que, quand même, en termes de responsabilité, en termes de gouvernance, c'est beaucoup de responsabilité. Le sujet de la gouvernance, depuis plusieurs années, plusieurs travaux ont été réalisés, donc le sujet il est pris en charge. Et la question du rôle que pourraient jouer les institutionnels dans la gestion du portefeuille public est d'actualité. D'ailleurs, la dernière opération qui a été réalisée, l'introduction en bourse, donc les institutionnels font désormais partie du tour de table. Le tour de table de la société qui a été introduite en bourse. Donc, juste pour faire le lien avec le sujet, la question qui nous interpelle aujourd'hui, dans notre département. Donc, comment intéresser les institutionnels, je parle aux investisseurs, comment intéresser les institutionnels pour faire partie du tour de table, est-ce qu'il y a un intérêt? Et puis, l'ampleur d'une opération qui pourrait faire que, au Maroc, c'est-à-dire dans la plupart des entreprises publiques, on puisse se retrouver normalement avec des institutionnels, avec des objectifs, comme vous l'avez précis, en conformité avec la stratégie développée par l'État, surtout dans les entreprises, disons, détenues directement par l'État. C'est une vraie question. C'est pour ça que je voudrais avoir un retour sur
Je parle au nom de la CIMR. Nous, on a un problème de fond avec cette posture. Le mouchkil, des administrateurs représentant l'État, c'est qu'un administrateur, par définition, défend l'intérêt social de la société et rien d'autre. Alors qu'un administrateur représentant le pouvoir public n'arrive pas à se défaire de cette casquette défendre l'intérêt. Et sans ça, on se retrouve avec des situations où c'est l'intérêt public qui est privilégié par rapport à l'intérêt de la société. C'est pour ça que nous, en tout cas dans le cas de Marsa Maroc, même si on savait que le potentiel est important, pour nous c'est un filtre. C'est un filtre qui fait qu'on ne rentre pas dans ce type de boîte. Malheureusement, il faudrait faire un travail sur la DEPP. D'ailleurs, il y a un projet pour la convertir en agence, pour que ce soit indépendante, etc., etc. Une fois que c'est fait, vous aurez un rush d'offres pour que les investisseurs institutionnels participent aux côtés de l'État pour le développement des entreprises étatiques. En tout cas, tant qu'il n'y a pas la séparation entre l'intérêt public et l'intérêt social de la société, il y aura toujours un conflit d'intérêts qui est préjudiciable au business, à la boîte. Et on a vu beaucoup de cas, CGI, enfin, on va pas citer les tout. Mais tant qu'il y a cette posture, il y a un problème de fond, en tout cas, par rapport à la CIMR. En fait, moi j'avais une réflexion puis une question. Une réflexion par rapport à une expérience que nous avions vécue au niveau du secteur bancaire. En 2014, Banque El Maghreb décidait que les normes de gouvernance devaient évoluer. Donc elle avait fait une grosse mission transverse au niveau des banques. Et elle s'était penchée, et elle avait fait un passage aussi par notre banque, elle s'était penchée sur tous les aspects relatifs à la gouvernance, notamment ce que vous disiez tout à l'heure, la tenue des comités d'audit, tous les j'allais dire, les comités stratégiques, le rôle du conseil, le rôle des administrateurs, etc. Mais aussi, donc il y avait cet aspect, j'allais dire, purement quantitatif, mais il y avait aussi et surtout un aspect très qualitatif qui était celui de dire la profondeur avec laquelle on tenait ces comités. Ils ont même chronométré et vu les heures passées, le compte rendu, sa qualité, le suivi des actions, la qualité des administrateurs, leur nombre, leur intervention. Donc c'était extrêmement ciblé et qualitativement intéressant. Et le retour d'ailleurs vis-à-vis des banques était fort apprécié. Et donc cette mission transverse avait donné lieu à l'évolution de la charte et de la circulaire sur la gouvernance. Et depuis 2015, nous avons vécu au niveau de cette banque cette nouvelle gouvernance. Donc aujourd'hui, ma question est par rapport au rôle des commissaires aux comptes. Le rôle des commissaires aux comptes aujourd'hui est très orienté, j'allais dire certification des comptes, avec quelques aspects corollaires relatifs au contrôle interne. Mais tout ce qui est relatif à la gouvernance pure et à cette cette nomenclature, ce respect-là, le côté qualitatif. En tout cas, c'est un sentiment qui m'est propre et intrinsèque. J'ai l'impression qu'on passe un peu à côté. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet aussi, et j'aimerais avoir votre sentiment, c'est tout ce qui est relatif aux conventions réglementées d'une manière générale et comment les commissaires aux comptes regardent ces conventions réglementées et comment ils les requalifient ou pas en conventions libres, avec quelle profondeur, avec quel intérêt justement et aussi avec quelle protection des minoritaires le font-ils. Voilà. Merci. Un ressenti qui est français. Je connais pas bien l'évolution des textes, je connais pas du tout même les textes marocains dans ce domaine, et c'est subtil parce que, si vous me permettez, j'ai travaillé à fond sur la dernière réforme c'est authentique, j'ai travaillé vraiment à fond sur la dernière réforme des conventions réglementées en France, et j'ai eu le sentiment de me faire complètement rouler dans la farine, mais je travaillais avec l'AMF, et l'AMF elle-même s'est fait rouler dans la farine, c'est-à-dire que on a supprimé
la liste des conventions normales, c'est des conventions non à conditions normales, etc. L'AMF ne l'a même pas vu supprimer, c'est-à-dire qu'ils ne se sont même pas rendus compte, et nous non plus, on l'a pas vu. C'était un petit amendement qui est passé en douce comme ça, et l'ensemble de l'effort qui était fait, en plus l'AMF a fait doubler les textes, ce qui était absolument idiot, les textes n'étaient pas respectés, c'est-à-dire que les rapports sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées concernant, par exemple, un deal avec la famille du président signé par la filiale, détenue à 100%. Ah ben non. Ah non, on met que les conventions de la maison mère. Avec ça, vous êtes bien renseigné. Alors là, c'est parfait. Autrement, vous avez trouvé une solution fantastique. Vous pouvez pomper complètement l'argent d'un groupe en faisant une convention par une filiale. C'est comme ça que ça se passe en France aujourd'hui. Et je vous assure que c'est à peine changé. Alors, il y a eu une deuxième épaisseur de texte, c'est-à-dire qu'ils ont doublé le volume des textes, qui représentait à peu près 4 pages de loi. Ils en ont fait 8 pages. Mais en réalité, ils n'ont absolument pas augmenté la rigueur. Et quant au commissaire aux comptes, ils ont continué à rien faire. C'est-à-dire à dire, ah ben non, nous on a une lecture, on a une lecture des textes, mais une application qui est celle que nous faisons. Enfin, c'est très bien. Donc, si vous voulez, vous avez aujourd'hui quelque chose de très très grave et qui dépasse largement la France, et donc qui touche aussi certainement le Maroc, puisque mes amis anglais ou allemands me disent la même chose, ou hollandais me disent la même chose. Les Big Eight, enfin les Big Four plus exactement, ne veulent pas faire de travail dans ce domaine parce que c'est trop dangereux pour eux, parce qu'ils ont le sentiment. Donc ils sont tenus à une interprétation minimale des textes. Ils n'ont absolument pas demandé le durcissement des textes qui aurait rien coûté en fait. Pour eux, c'est pas. Ils sont très neutres, puis vous savez, ils font renoncer à toute responsabilité de toute façon. Passons. Donc si vous me permettez, mais vraiment c'est un sujet majeur, c'est un sujet extraordinaire, international. Donc si la communauté marocaine s'y intéresse, c'est avec grand plaisir qu'on en reparlera. Nous avons d'ailleurs en octobre, le 5-6 octobre, à Margaux, dans le Bordelais. Oui, je sais, c'est de l'alcool, mais c'est du bon vin tout de même. Il y a du bon vin dans notre pays, il y en a aussi en France. Et donc, si vous voulez, nous avons une réunion de travail. Chaque année, on fait une réunion de travail des institutionnels sur la politique de vote, etc. Et les conventions réglementées sont au cœur de ce programme aussi. Et c'est un sujet absolument essentiel. Absolument essentiel. Vos remarques sont très 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 pertinentes et vous avez 1000 fois raison. Mais est-ce que c'est la bonne question? La bonne question est plutôt, c'est la faute à qui? Qui donne mandat au commissaire aux comptes? Qui fait les appels d'offres et écrase les prix? Est-ce que vous pensez que le commissaire aux comptes va travailler à perte? Ben non. C'est vous qui donnez mandat. Vous n'avez qu'à demander ce que vous voulez, le commissaire aux comptes s'exécute. D'ailleurs, le président, je t'ai dit, président de la CIMR, a tapé du poing sur la table, en disant que c'est pas normal, le commissaire aux comptes, ça vaut mieux que ça, c'est du qualitatif, etc. Il s'est fait massacrer par la corporation des commissaires aux comptes, justement, suite à une intervention à Lima. Mais vous avez 1000 fois raison, c'est que le commissaire aux comptes, ça vaut mieux que ça vaut beaucoup plus que ça. Et ça doit être largement, en termes de prérogatives et de mission, beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui au Maroc, ça c'est clair. Je vais juste rebondir sur un point, mais le système bancaire marocain a la chance d'avoir une gouvernance de qualité. Parce que je pense que c'est l'un des rares secteurs où le conseil doit contenir des administrateurs indépendants qui sont agréés par la banque centrale. Sur les conventions réglementées, vous mettez le doigt sur un sujet de fond. Nous, en tant qu'investisseurs minoritaires, on regarde avec énormément d'attention le contenu des rapports spéciaux des commissaires aux comptes, qui n'a pas forcément à se prononcer sur la nature de ces conventions, et qui doit au moins en informer les actionnaires. Et je ne vais pas vous cacher que en ce moment, on est en train de se battre dur comme fer sur un sujet concernant des conventions réglementées où on estime que ce sont des conventions qui sont qui correspondent pas vraiment à la réalité des prestations fournies, qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres, il n'y a pas eu de consultation.
les montants sont excessifs par rapport à la rentabilité de la société. Vous parlez tout à l'heure du fait que le tiers de la capacité bénéficiaire était pompé par le biais des conventions réglementées. Donc on est en train de toucher un des risques majeurs que peut subir un investisseur minoritaire quand il investit aux côtés de partenaires opérateurs. Donc il ne faut pas se laisser faire. Et on a la chance d'avoir quand même la loi sur la société anonyme qui permet de voter en défaveur de ces conventions en Assemblée générale, même si la loi n'est pas forcément toujours très claire, parce que même si vous votez contre, il continue à être en vigueur. Donc, après, c'est la responsabilité des administrateurs conflictés qui peut être remise en cause. Mais enfin, vous arrivez au tribunal quand vous faites l'analyse jusqu'au bout. Merci. Armand Amin. Moi, je voudrais continuer sur la question qu'a posée Nabi tout à l'heure par rapport à qu'est-ce qu'on doit faire au Maroc pour arriver à ces standards par rapport aux sociétés cotées. Et on n'a pas beaucoup parlé des sociétés de gestion et du rôle que jouent les OPCVM sur le marché. Aujourd'hui, on n'a pratiquement pas d'informations, pas de communication sur l'exercice des droits de vote des sociétés de gestion. Sachant que, par un simple calcul basique, ils doivent représenter entre 15-20% du flottant qui circule. Et il y a des sociétés de gestion, quand on regarde à peu près dans les portefeuilles, en quelques 2-3%, peut-être moins de sociétés cotées. Et je me pose surtout la question par rapport à des mid-cap. En small cap, ils ne sont pas beaucoup présentes. Mais à des mid-cap, quel est le rôle donc des sociétés de gestion? Et on a eu des cas de sociétés cotées où il y a eu de vrais problèmes de gouvernance, ou des sociétés de gestion de grands groupes, donc qui avaient les moyens humains, les moyens financiers, n'ont pas joué leur rôle d'alerte par rapport à ces cas-là. Ma deuxième remarque, c'est par rapport à la dimension culturelle, par rapport à ce scoring pré-gouvernance. J'ai en tête un cas, je ne vais pas citer de nom, d'une société récemment introduite en bourse, qui a utilisé, on va dire, la thématique gouvernance administrateur indépendant comme un vrai levier de communication lors de son opération d'introduction en bourse, un groupe familial qui s'est introduit et qui a pu attirer quelques administrateurs indépendants de renom. Donc c'était super bien, etc. Comité d'audit, toute la communication. Et cette société a eu quelques années après de graves difficultés financières. Et ça s'est soldé par la démission de manière fracassante, aussi médiatique, de ces administrateurs indépendants. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Donc ça veut dire, maintenant la question que je me pose, est-ce que ces administrateurs indépendants, avant d'accepter leur mandat, ont fait leur pré-scoring de gouvernance? Voilà, donc je pose la question aux investisseurs, surtout pour le non-coté, parce que là, vous rentrez dans le flou, vous faites votre due diligence. Est-ce que cette dimension culturelle elle est présente, parce que on parle beaucoup d'administrateurs indépendants, mais est-ce qu'on en trouve? Est-ce qu'on en trouve aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, quand un groupe veut jouer le jeu, ouvrir le conseil, est-ce qu'on en trouve? Est-ce que c'est facile de les recruter? Je pose la question. Est-ce que c'est facile de les recruter? Est-ce que c'est facile de les évaluer? Est-ce que un bon dirigeant, un bon DG d'une société peut faire un bon administrateur? Pour quelques cas d'entreprises que je connais, que j'accompagne, c'est pas évident de trouver des administrateurs indépendants, non conflictés, et qui puissent jouer le jeu jusqu'au bout de courage, de responsabilité. Merci Omar, et je pense que c'est assez pertinent, surtout cette dernière partie-là du rôle et de la responsabilité de l'administrateur indépendant. Donc, effectivement, d'abord, il y a une histoire de confiance, que ce soit dans le secteur, dans la société, dans l'associé, mais il y a aussi la responsabilité du monde associal que porte chaque administrateur. Donc, je pense que le souci au Maroc, c'est, disons, l'étroitesse du marché lorsqu'on parle d'entités qui peuvent se permettre d'avoir ou de faire appel à des administrateurs indépendants. Donc,
déjà, lorsqu'on arrive à ce seuil-là, c'est qu'on a atteint, disons, le niveau le plus haut de la gouvernance. On a tous les comités, les réunions, il y a une grosse machine derrière qui produit, qui suit. Et donc, je pense que c'est un niveau assez élevé d'organisation autour de meilleures pratiques de la gouvernance. Je prends pour exemple notre banque, on en est fiers aujourd'hui. On a ici présent la responsable de la gouvernance présente avec nous. De la banque, ou chercher les administrateurs indépendants. Donc, comme j'ai dit, vu que l'écosystème il est petit, les acteurs, c'est quand même un petit marché, des conflits effectivement. Donc, chercher quelqu'un, il doit certainement avoir à l'intérieur, surtout pour un calibre assez important. Donc, c'est quand même assez restreint l'échantillon. Et souvent, ça se fait soit par jeu de relations, soit il y a des cabinets de chasseurs de tête qui vont chercher à l'international, comme un DG, comme un directeur de développement international, des administrateurs indépendants avec un job description très clair et très précis. Après, effectivement, c'est, disons, le conseil qui doit, disons, émettre la confiance totale pour pouvoir s'ouvrir à cet administrateur indépendant et accepter de jouer le rôle d'accepter un administrateur indépendant. Moi, j'ajouterai une réponse sur la question des asset managers, des gérants. En fait, en France, ils se sont mobilisés il y a 20 ans sur un thème que je leur avais donné, qui était de dire bien voter, c'est bien gérer. Et ça, ils l'ont fait. Ils en ont fait pas mal de pubs à l'époque, et ils ont commencé à adopter des politiques de vote. Et bien alors après, par contre, l'organisation, ils ont très très mal défendu, je parle de l'AFG, l'Association française de la gestion, elle s'est complètement écrasée après sur la défense des droits des actionnaires. C'est-à-dire que elle a refusé de se mobiliser sur des sujets qui étaient pourtant importants, sur lesquels, quand les droits des actionnaires étaient violés par les grandes entreprises, on l'a jamais entendu sur une seule entreprise, et elle n'a jamais pris de position très nette là-dessus depuis 20 ans. Donc il y a 20 ans, elle a été très bien, mais ça a lancé le mouvement, hein, il faut reconnaître, enfin vous voyez, il y a toujours le verre à moitié plein, ouais, ça a joué un rôle positif. Par rapport aux sociétés de gestion, moi je parlerai de l'expérience CIMR. CIMR, c'est parmi les plus gros donneurs d'ordre qui délègue 100% de la gestion obligataire, c'est à peu près 22 milliards de dirhams. Et sur la délégation de gestion action, c'est à peu près 2 milliards de dirhams. Quand on a évalué les sociétés de gestion, on a remarqué qu'il y avait une absence totale de scoring, la gouvernance ni de suivi. C'était même pas un sujet, ils se sentaient même pas concernés par ça. À la limite, c'était vote by fit, c'est-à-dire à la limite, si quelque chose ne me plaît pas, je vends. Donc, ce qui fait que CIMR délègue, mais garde les droits de vote. C'est-à-dire que quand les actifs qui sont dans le portefeuille, les droits de vote appartiennent à la CIMR et c'est nous qui exerçons, on garde ça en interne. Maintenant, le problème qu'il y a par rapport à ça chez le société de gestion, c'est que les plus grosses sont filiales de banques, lesquelles banques ont des relations avec les sociétés cotées. Donc, faire juger une filiale, un client important sur la gouvernance et mettre des avis, c'est le même souci que quand les analystes avec les sociétés. Donc, à la limite, il y a le pour, il y a le contre sur ce sujet-là. Et puis, à un moment donné, avec l'AMIA, quand on a voulu faire l'enquête, on s'est posé la question de si ce qu'il fallait les inclure ou pas les inclure. Quand on a sondé le marché, quand on a vu qu'il y a très peu d'appétit pour le sujet, qu'à la limite, même sur un horizon moyen terme, et il n'y aurait pas d'évolution, donc on a vite abandonné la piste des sociétés de gestion, mais c'est un vrai sujet, d'autant plus que le marché marocain est petit et que parfois en cumulé, un gestionnaire peut détenir jusqu'à 15% d'une société de manière indirecte via plusieurs fonds et que ça mérite une meilleure implication de leur part sur la gouvernance des sociétés cotées. C'est clair. Maintenant, l'AMIA peut intervenir sur le sujet des administrateurs indépendants parce qu'il est... Sur les administrateurs indépendants, tu as une base de données, etc., que les entreprises peuvent consulter éventuellement. Sur les administrateurs indépendants, on a effectivement un annuaire qui regroupe les profils des lauréats certifiés, donc du certificat des administrateurs de société IMA et UIR, et puis tous les membres de l'IMA qui s'inscrivent volontairement sur cette base de données. Et après, nous, on met à disposition la base, et c'est à l'entreprise ensuite de faire son choix et d'approcher les candidats potentiels. Alors j'avais une question pour Pierre-Henri. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi farouchement opposé au droit de vote double,
en sachant que en général la durée de détention des investissements, enfin en Europe, aux États-Unis, elle est moins d'1 an. Donc en général, c'est octroyer des droits de vote double, c'est une façon aussi de récompenser les investisseurs, la loyauté des investisseurs qui s'impliquent sur le long terme, et de se protéger aussi de ceux qui ont des visions très court-termistes. Ensuite, j'avais une question aussi pour Nabil, tu as évoqué au début que la CIMR allait en 2018 faire appel à des proxy advisors. Est-ce que ça signifie que vous allez plus déléguer qu'il y aura une délégation de gestion? Deux questions tout à fait intéressantes. Alors la première, moi je réponds. En réalité, il faut savoir deux choses, Damia. Il y a le droit de vote double est présenté comme une récompense de la fidélité de l'actionnaire. Bon, moi j'avoue que récompenser quelqu'un qui a été fidèle, je préférais récompenser d'avance quelqu'un qui va être fidèle, mais c'est un autre sujet. Il se trouve simplement que c'est fondé déjà en France sur quelque chose de tout à fait discutable, qui est la détention au nominatif des titres. Et beaucoup d'actionnaires ne sont pas inscrits au nominatif, à commencer par tous les grands institutionnels, mais aussi tous les étrangers. Il n'y a aucun étranger qui soit inscrit au nominatif en France. Donc c'est un système qui permet de garder un droit de vote double pour des gens qui sont très proches, et généralement, ça intéresse qui? Ça intéresse l'actionnaire de contrôle. Ça lui double sa position, c'est ça son intérêt. La meilleure des preuves, c'est ce que je vous ai montré, c'est les statistiques que nous faisons maintenant, mais on a commencé à les faire il y a très peu de temps. Je regrette beaucoup parce que c'est très très révélateur quand on vous explique qu'il y a 45 résolutions qui ne seraient pas passées sans droit de vote double. On comprend tout de suite que c'est un trucage, alors qu'avant je ne le disais pas. En fait, on a fait cette statistique il y a très peu de temps qui ouvre les yeux des gens. Et surtout, alors si vous voulez récompenser la fidélité, si vous vous plaignez de statistiques qui sont bidons sur la détention de 2 jours, détention moyenne. Enfin, ça, c'est des statistiques qui sont pas intéressantes. C'est des statistiques qui écrasent tout le monde et qui mettent dans le même panier les high frequency traders, etc. Mais la réalité, si vous voulez récompenser, il y a des instruments formidables. Il y a des bons de fidélisation qui sont extraordinaires, qui sont fondés sur des trucs beaucoup plus justes et beaucoup plus sérieux, puisqu'avec le changement d'ISIN, le code ISIN qui permet de savoir effectivement la durée de détention précise d'un titre, puisque la société, à ce moment-là, va changer son code ISIN à chaque fois qu'elle fait une émission de bonne fidélisation. Ça permet de donner alors quelque chose de beaucoup plus substantiel, une récompense réelle, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, la société choisit. Mais véritablement, si on veut vraiment encourager la fidélité de l'actionnaire, si on veut donner quelque chose à un actionnaire fidèle, les instruments existent. Mais par contre, c'est beaucoup moins pratique et confortable, parce qu'il faut donner l'avantage à tous les autres, y compris les étrangers, que l'on veut pas les étrangers qui vont nous embêter. Oui, c'est à peu près ça. Par rapport à la délégation des droits de vote, cela part du... En fait, il faut savoir que CIMA a connu une croissance relativement rapide de 2003 à 2016. On est passé de 7 milliards à 60 milliards de dirhams d'actifs sous gestion. Alors de manière directe, de manière indirecte, on aura une cinquantaine de lignes, avec des fois des assemblées générales qui tombent le même jour, la même heure, 3-4 en même temps. Et comme on tient absolument à inscrire dans nos gènes, dans nos textes fondateurs, l'exercice d'un droit de vote, de manière directe, indirecte, comme étant un SMIC, sur lequel on est, indispensable pour la CIMR. Donc, très simple, ça coûte un peu, on a fait un appel d'offres, on a sélectionné quelqu'un qui va exercer le droit de vote en lieu et place de la CIMR, et le truc est réglé. C'est une question de standard, où est-ce qu'on place le curseur. Nous, on estime que exercer un droit de vote dans une participation, une assemblée obligataire, c'est un minimum sur lequel on ne peut pas être défaillant. Donc on a payé ce qu'il faut payer, on a systématisé la chose.